Let's go. J'arrive pas à le faire. Ok, let's go. Let's go. Bonjour et bienvenue dans la quotidienne condensée du numérique et l'essentiel de l'actu tech en quelques minutes. Aujourd'hui, on va parler de plein de choses importantes, mais d'abord, le plus important, on a lancé nos tests de crêpière. Yes, vous serez prêts pour la chandeleur puisque Marie et ses équipes se sont intéressés pour l'instant à 3 modèles. Il y en aura plus qui vont arriver bientôt, mais évidemment, on est les nuls, donc on a une vraie procédure de test très sérieuse, comme pour nos planchas, nos barbecues, etc. Et nous allons notamment tester la montée en température, la stabilisation et aussi l'homogénéité de cette température pour évidemment cuire vos crêpes et vos galettes dans les meilleures conditions. On a également testé 3 premiers modèles, une Tefal gourmet PY900 812, incroyable, une Russell Hobbs Fiesta et une marque que j'adore le nom, la Crampouse Billig, j'aime beaucoup. Voilà, ça vous permettra de vous préparer et de faire des crêpes de la manière la plus tech possible. On reste dans la tech presque aussi technologique que ces crêpières qu'on a testées, le nouvel appareil de chez Canon, et c'est un appareil photo qui est en fait une caméra vidéo déguisée en appareil photo. C'est le nouvel EOS R5C, attention, donc une version, vous allez voir, qui a pris de l'embonpoint par rapport à l'excellent EOS R5 qui coûte également 5000 €. Qu'est-ce qu'on a désormais pour 5000 € dans ce boîtier ? Eh bien, vous allez voir, la principale différence, elle se situe ici. C'est une grille d'aération pour un ventilateur actif qui va permettre à ce boîtier d'aller beaucoup plus loin dans la vidéo que son excellent prédécesseur. Alors, l'EOS R5 reste au catalogue, mais si on va pouvoir monter sur de la 8K en illimité sans chauffe du tout, ça c'est une très bonne nouvelle pour les gens qui sont là-dessus. Par contre, attention, on perd la stabilisation puisque Canon considère que la plupart des vidéastes ont des rigs et des boîtiers de stabilisation déjà externes, et on aura également des nouveautés côté super sampling pour la 4K, un nouveau format RAW Light par exemple, une possibilité de filmer avec du son en interne, etc. Bref, si vous êtes dans la vidéo, ça pourrait devenir un nouveau boîtier de référence qui viendrait se caler entre la ligne dédiée Cinema Line de Canon, mais aussi les appareils de Sony dont l'A7S III et la FX3 qui évidemment cartonnent sur ce secteur. Passons maintenant aux cartes graphiques et au GPU avec un GPU qui semble, d'après les premiers tests de nos confrères, être peut-être le pire GPU de ces dernières années. Nous allons parler de l'AMD Radeon 6500 XT qui a été annoncé très récemment, une carte graphique qui est censée passer sous la barre symbolique des 200 $ hors taxe, et pour ce prix-là, nous avons des performances qui sont celles d'une GTX 1060 ou d'une Radeon 5500 XT. Problème, d'après les testeurs, c'est que si ces performances sont vraiment extrêmement moyennes et mauvaises, cette carte graphique coûte de base plus cher qu'une 5500 XT et qu'elle est moins bien équipée qu'une 5500 XT, notamment sur la connectique avec moins de sorties vidéo. Du coup, c'est la grogne générale dans la plupart des sites internet, notamment américains, qui ont pu la tester actuellement. Pourquoi payer évidemment pour une carte qui est aussi peu performante, qui va être aussi difficile à trouver et qui coûte aussi cher que sa prédécesseur, qui elle-même est plus complète? C'est la question que tout le monde se pose, évidemment, en ces temps de disette et de pénurie de chipsets. Tout le monde s'arrache n'importe quelle carte graphique et on vous conseille, en attendant nos propres tests pour l'instant, d'éviter cette 6500 XT qui en plus est au cœur d'un autre scandale puisque elle est équipée, vous le voyez, de 4 gigabits de VRAM. Et c'est intéressant puisque au début de l'année, la vice-présidente du marketing GPU de Radeon avait expliqué que 4 gigabits pour cette carte était largement suffisant pour faire tourner les jeux en AAA en 1080p. Le problème, c'est qu'on a retrouvé un post officiel de chez AMD qui en 2020 expliquait que 4 gigabits de VRAM, c'était vraiment pas assez pour faire tourner des jeux. Le post a disparu mystérieusement du blog d'AMD. Il a fallu que KitGuru déterre ce petit dossier pour que le post réapparaisse bizarrement. Bref, au-delà de savoir si 4 gigabits de VRAM c'est assez pour jouer à des jeux modernes dans des bonnes conditions aujourd'hui, pour l'instant n'achetez pas la 6500 XT, on va également la tester. Bon, disons que vous avez déjà des petits spoilers sur notre avis potentiel. Passons maintenant aux tablettes et aux smartphones. On va aller très vite. Pas d'Android aujourd'hui, c'est assez exceptionnel d'ailleurs. On va très vite parler d'Apple avec des références qui viennent de popper sur des données officielles, des bases de données officielles de chez Apple, qui donnent des indications sur un lancement imminent qui aurait peut-être lieu au mois de mars, et on aurait droit à l'iPhone SE dont je vous ai déjà parlé, qui aurait le design de l'iPhone XR et du nouvel iPad Air qui, je vous le rappelle,
La dernière version avait été annoncée en fin d'année 2020 et se comporte déjà toujours très bien. Rendez-vous notamment et potentiellement en mars chez Apple. On va rester sur la mobilité, on va parler ce coup-ci des applications et qui se portent très bien. C'est Appani qui fait un peu son grand rapport de notre consommation sur nos apps mobiles. Et bien écoutez, on passe toujours beaucoup de temps dessus, en moyenne 4,8 heures, des revenus qui évidemment augmente, le nombre de téléchargements lui-même qui augmente de 5%. Et qu'est-ce qui fonctionne le plus? Eh bien, les réseaux sociaux bien sûr, mais également tout ce qui est photos, vidéos. On passe de plus en plus de temps à regarder des photos, des vidéos et à en produire nous-mêmes. Le jeu vidéo lui-même n'a pas spécialement augmenté. Partons maintenant dans les transports. Aujourd'hui, pas de voiture, pas de moto, pas de scooter, pas de trottinette. Un avion, un prototype d'avion, et c'est un prototype d'avion que je voudrais vous montrer parce que les gens derrière ne sont pas des débutants. On va parler bien d'une compagnie qui s'appelle Radiant Aerospace et dont le premier modèle s'appelle Radiant One. Alors attention, ce n'est qu'un concept, mais qu'est-ce que cet avion a de spécial? Eh bien cet avion ravive un mythe après lequel beaucoup de compagnies et d'organisations courent depuis des décennies, le fameux avion all-in-one, celui qui peut décoller une piste de décollage classique, partir jusque dans l'espace et de l'espace redescendre et atterrir sur une piste d'atterrissage d'aéroport classique. C'est quelque chose qui a été tenté pendant très longtemps et notamment il y avait un projet qui s'appelait le X-33 chez Lockheed Martin qui a été tenté il y a quelques décennies avec la NASA et qui malheureusement a été abandonné en cours de route suite évidemment aux difficultés techniques de produire un tel avion. Ce qui est intéressant, c'est qu'une partie de l'équipe de chez Radiant sont des anciens de ce projet X-33 et qu'ils expliquent que 20 ans plus tard, les matériaux, les progrès permettent d'avoir des avions plus légers avec plus de poussée qui atteindraient ce fameux Graal du transport aérien, c'est-à-dire un avion qui va jusque dans l'espace sans avoir besoin de fusées ou de lanceurs dédiés. On sait que maintenant, ce business, merci SpaceX, est extrêmement juteux et donc un Radiant qui est très loin pour l'instant d'avoir produit un vrai premier avion, aurait produit un premier concept d'un réacteur qui serait complètement viable pour son lanceur et vient de lever un petit 30 millions de dollars au passage. On verra bientôt si on pourra lancer tous les 48 heures, c'est la promesse de Radiant, dans l'espace des lanceurs de manière très économique. Redescendons sur Terre, mais restons un peu dans les airs, dans le sans-fil avec le Wi-Fi 7. Alors c'est intéressant parce que le Wi-Fi 7 n'a toujours pas été ratifié par le consortium qui s'en charge, mais Mediatek annonce déjà le Wi-Fi 7. Voilà, c'est simple. Mediatek n'ont pas le temps et pour eux la norme, c'est évidemment une norme qui est faite pour les nouveaux usages, c'est-à-dire la 4K, la 8K, la réalité augmentée et autres médias très gourmands en bande passante et en temps de latence très réduit. On atteindrait ici les 30 gigabits théoriques, attention, de bande passante, donc 3 fois plus que le Wi-Fi 6 actuel, encore une fois en bande passante théorique, mais surtout des nouveaux systèmes qui permettraient bien sûr d'assurer un naturel et un lag input, comme disent les Américains, le plus faible possible. Ça pourrait arriver dès 2023 pour Mediatek. Attention, ça pourrait être un Wi-Fi 7 qui n'a lui-même pas été ratifié, mais qui serait rétrocompatible avec les autres normes. On enchaîne avec des actus de société et vous allez voir, c'est pas Jojo. On va commencer par du hacking avec la Croix-Rouge qui a été piratée. Et la Croix-Rouge qui a dû publier un communiqué pour supplier les pirates de ne pas diffuser ces informations. Ce sont des informations personnelles de gens qui utilisent les services de la Croix-Rouge pour retrouver des proches et des membres de leur famille ayant été séparés par des conflits, des guerres, des kidnappings, des choses comme ça, et qui passent par une base de données de la Croix-Rouge opérée par une société suisse pour essayer de se retrouver. Et du coup, 500 000 personnes ont vu leurs informations volées par des hackers et la Croix-Rouge en est à devoir supplier ces hackers de ne pas diffuser ou revendre ces données de personnes qui déjà ont vécu le pire ou continuent à vivre le pire. On vit dans un monde magnifique. Voilà. C'était le point connard du jour, mais le point connard du jour n'est pas fini. Puisque parlons maintenant de Replika. Regardez Replika, qu'est-ce que c'est? C'est un chatbot /AI compagnon virtuel ou compagnonne virtuelle et ça vous permet de créer une personne qui va pouvoir discuter avec vous. Voilà, c'est un peu une sorte de préhistoire du film Her. Le problème, c'est qu'évidemment, qu'est-ce qui peut se passer lorsque l'on peut créer des petits copains et puis surtout des petites copines virtuelles? Les gens qui les créent se comportent
comme des gros connards avec elle. Et cet article de Futurisme a été allé voir sur les forums de Replika et notamment sur des subreddits dédiés, des personnes qui, sous couvert d'humour, s'amusent à abuser verbalement, harceler, quitter, menacer, se comporter comme des gros cons avec leur petite copine ou leur compagnonne virtuelle pour voir comment elle réagit et pour forcer. Alors évidemment, tout cela est sous le goût et sous couvert, bien sûr, pour ces personnes, de forme d'expérimentation sociale et de blague potache. Mais c'est évidemment la plupart des interactions qui sont mises en avant sur ces forums où des personnes se vantent un peu d'essayer d'être les plus toxiques possibles. Et évidemment, dans un climat actuel où, dans la vraie vie, c'est déjà pas facile envers les femmes et les relations, notamment conjugales, eh bien, on voit peut-être que demain, est-ce que les chatbots sauveront certaines personnes de leur toxicité ou est-ce qu'elles les entraîneront à être encore plus toxiques ? Je n'ai malheureusement pas la réponse à cette question et ça me rend un petit peu triste. Continuons avec le festival des connards qui utilisent la technologie pour s'en prendre aux femmes. Nous allons parler de 4 développeurs qui ont lancé une application qui s'appelle Sully Deals. Je ne sais pas si je la prononce bien, Sully, S-U-L-L-I. Qu'est-ce que c'est ? Sully, c'est un terme extrêmement péjoratif et insultant en Inde pour parler des femmes musulmanes. Et donc 4 étudiants hindous et un peu extrêmes surtout ont créé des applications, des fausses applications pour mettre aux enchères des femmes musulmanes, des vraies femmes avec leur profil. Évidemment, ces enchères ne fonctionnent pas, mais c'était évidemment des applications pour se moquer d'elles ou les rabaisser ou continuer à, plus que les railler, à insulter ces femmes, expliquer que ce sont des marchandises et moins que des humaines. Les 4 personnes derrière ces applications ont été arrêtées récemment, mais ça vous raconte encore une fois le climat délétère des fois qui se passe dans certains pays et autour toujours de la même personne, des femmes. Voilà. Passons maintenant à les actus crypto qui sont peut-être pas plus joyeuses. Non, elles sont quand même moins glauques que ce que je viens de vous raconter. On commence par Mozilla, qui, sous la pression de sa communauté, a arrêter de demander des dons aux crypto-monnaies. Je vous rappelle qu'ils se sont pris un bad buzz il y a 15 jours, puisque notamment des cofondateurs de Mozilla et d'autres personnalités très influentes du web ont critiqué vertement la fondation pour demander des dons aux crypto-monnaies, en leur expliquant que les crypto-monnaies c'était à la fois des scams et des catastrophes énergétiques et écologiques, etc. Je vous laisse votre avis là-dessus. Le truc, c'est que Mozilla n'avait pas commencé à demander des dons il y a 15 jours. Ça fait des années que la fondation Mozilla accepte des dons aux crypto-monnaies. C'est juste que dans un débat extrêmement exacerbé ces derniers semaines autour des crypto-monnaies, des NFT, les réactions étaient beaucoup plus vives et du coup Mozilla a décidé d'arrêter ses demandes de dons en crypto-monnaie. Ce qui est marrant, c'est que de l'autre côté, Opera se lance à fond dans la crypto-monnaie. Vont-ils se prendre un même bad buzz? Mais Opera vient de lancer un navigateur fait pour ce qu'ils appellent le Web 3 avec de la crypto, de la NFT, des wallets intégrés, bref, tout l'arsenal d'un navigateur comme les pro-crypto le voudraient. Est-ce que ça va être adopté? Est-ce qu'ils ont fait le bon move ou est-ce qu'ils vont se faire moucher par les fans plus conservateurs sur le sujet d'Opera? En tout cas, ça a été lancé et puis on ira tester ça et voir les nombreuses fonctionnalités qui se cachent dans ce navigateur fait pour la crypto selon Opera. Intel aussi ne se pose pas trop de questions puisque Intel vient de lancer un processeur pour miner du Bitcoin, le Bonanza Mine. Je croyais que c'était un poisson d'avril, mais non. Sous ce nom un peu drôle, se cache un processeur, un iASIC. Je vous rappelle que ce sont des machines dédiées à miner certaines crypto-monnaies, dont le Bitcoin. Et donc Intel se lance. Voilà, peut-être que bientôt on aura des grosses pénuries de processeurs Intel parce que le gros du silicone, de la silice, est parti dans des processeurs iASIC. On verra. Mais ils se lancent là-dedans et ils vont peut-être équiper les nouveaux mineurs de chez Bitmain qui sont parmi les modèles les plus connus. On termine enfin sur la crypto avec un petit vol qui s'est passé sur la plateforme très connue crypto.com. L'équivalent de 15 millions de dollars ont été volés. Et je me dis que maintenant que les plateformes de crypto se font également voler, ce sont des banques comme les autres. Et ce qui veut dire que la crypto est de l'argent comme un autre. Voilà, je vous laisserai commenter bien sûr dans les commentaires avec beaucoup de bienveillance. On termine avec le gaming, la SVOD, le gaming avec toujours plus de dessous sur le deal gargantuesque, dantesque, fou, on n'a plus les mots, entre Microsoft et Activision Blizzard King. Les langues commencent à se délier un petit peu et on se fait confirmer ce que tout le monde se doutait. Ce sont bien les problèmes internes d'Activision qui ont poussé à la vente et qui ont aidé Microsoft à venir à racheter globalement Bobby Kotick qui était dans une position de plus en plus intenable, fragilisé de toutes parts sauf par son board.
avec une valeur qui était en train de baisser et de perdre énormément. Les dernières informations qu'on a montrent qu'en fait, eh bien, il a tenté d'esquiver le rachat par Microsoft. Il n'a pas pu puisqu'il n'a trouvé personne d'autre pour racheter. Qui avait 70 milliards de dollars pour acheter une entreprise en crise? Je n'en connais pas beaucoup. Et finalement, eh bien, ce serait eux qui auraient contacté Microsoft. Et une des seules conditions principales, c'est évidemment que Bobby Kotick garde la face et qu'on lui réserve une sortie, on va dire, digne, plutôt qu'une sorte de licenciement violent. Et derrière, eh bien, peut-être que Microsoft, je vous le rappelle, a signé le deal de siècle pour eux en récupérant, eh bien, le plus gros éditeur de jeux vidéo au monde à un tarif, on va dire, soldé. On terminera et je ne vous montrerai pas les vidéos parce qu'on va peut-être se faire strike sur YouTube, mais je vous rappelle qu'en SVOD, 3 projets très attendus arrivent. Cuphead, eh bien, le fameux jeu vidéo qui ressemble à une série animée des années 30, eh bien, il y a une série animée qui arrive sur ce jeu vidéo qui ressemble à une série animée. Bref, la boucle est bouclée. En attendant, évidemment, le fameux DLC qu'on attend depuis des années. Autre point aussi, eh bien, une adaptation de l'histoire de WeWork, la fameuse startup à plusieurs dizaines de milliards de dollars qui est partie complètement en fumée, grâce notamment à son fameux PDG. Eh bien, ça va être adapté chez Apple TV+. Ça va s'appeler We Crashed et ce sera géré par Anne Hathaway que vous voyez à l'écran et Jared Leto dans le rôle du fameux couple derrière cette start-up visionnaire presque cultesque qui est partie bien haut et bien en fumée. Et on terminera évidemment le titre de la série télé des Seigneurs des Anneaux produite par Amazon Prime. Je vous rappelle que ça a coûté des milliards et des milliards de dollars et ça va s'appeler The Rings of Power. Voilà. Ça fera très plaisir aux propriétaires de Xbox 360 qui savent ce que c'est qu'un Red Ring of Power. Hein, voilà, petit clin d'œil. On espère évidemment que ce sera à la hauteur. Tout le monde croise les doigts pour que Amazon Prime, qui est capable aujourd'hui de produire des bonnes séries, nous produise une série vraiment excellente. Rendez-vous évidemment à la rentrée 2022. Et puis nous, rendez-vous lundi puisqu'il n'y aura pas d'émission demain. Prenez votre mal en patience et passez un très bon week-end. Ciao.